Et si la menace la plus dangereuse pour l'Europe venait non pas de Moscou, mais de Bruxelles elle-même? L'Union européenne vient de franchir un seuil jamais atteint, le gel sans limite des avoirs russes. Ce n'est pas une sanction de plus, mais un véritable séisme silencieux, prêt à ébranler toutes les fondations financières du continent. Derrière cette décision, l'Europe affiche une volonté inédite d'imposer sa puissance coûte que coûte. Mais ce coup de force soulève une question brûlante. Jusqu'où peut-on aller pour affirmer son autorité sans mettre en péril ses propres intérêts? Ce geste dépasse largement le bras de fer avec la Russie. Il brise les règles tacites sur lesquelles reposait la confiance des investisseurs et l'équilibre des marchés mondiaux depuis plus de 3 décennies. Si l'Union peut aujourd'hui geler les avoirs d'un État, qui sera le prochain sur la liste? Pour mesurer la portée de ce geste, rappelons-nous de la crise de Chypre en 2013. À cette époque, le gouvernement chypriote, sous la pression des institutions européennes, avait gelé une partie des dépôts bancaires pour sauver son système financier. Ce précédent, bien que ponctuel et limité à un petit pays, avait suffi à semer la panique dans toute l'Europe du Sud. Des files d'attente devant les guichets, la peur de perdre ses économies, l'inquiétude des investisseurs étrangers. Aujourd'hui, ce n'est plus une île, mais l'ensemble du continent qui est concerné. Les enjeux dépassent le simple cadre des sanctions. La crédibilité de l'euro, la sécurité des placements, la réputation de l'Europe en tant que partenaire fiable, tout est désormais sur la sellette. Une tempête s'annonce, menaçant d'ébranler la stabilité économique du continent tout entier. Ce n'est pas seulement une confrontation avec la Russie, c'est une refonte brutale des rapports de force internes à Bruxelles qui pourrait fragiliser l'édifice financier européen. La vraie question, jusqu'où l'Europe est-elle prête à aller et à quel prix? Pour saisir l'ampleur de ce bouleversement, il faut plonger au cœur des mécanismes de décision de l'Union européenne et dévoiler les véritables enjeux qui se jouent en coulisses. Comment en est-on arrivé à une telle escalade? Revenons sur les rouages internes qui ont poussé l'Union à franchir ce cap historique. Pendant des décennies, la prise de décision au sein de l'Union européenne s'est fondée sur le principe de l'unanimité pour les questions majeures. Cela signifiait que chaque pays, même le plus petit, pouvait opposer son veto et défendre ses intérêts nationaux. Ce système a permis à l'Europe de surmonter des crises graves, comme la crise de la dette grecque ou le Brexit, en s'appuyant sur le dialogue et la recherche du compromis. Prenons l'exemple de la crise migratoire de 2015. Face à l'afflux massif de réfugiés, l'Union a peiné à trouver une réponse commune, car chacun défendait sa vision et ses priorités. Finalement, une solution a émergé grâce à des négociations marathoniennes, où même la Hongrie et la Pologne ont pu faire entendre leur voix. Ce souvenir contraste fortement avec la brutalité des décisions récentes, mais aujourd'hui tout a changé. Bruxelles peut désormais imposer, par un vote à la majorité qualifiée, des mesures telles que le gel indéfini des avoirs russes, reléguant l'unanimité au passé. Le cœur même de l'Union européenne vacille. Le consensus, longtemps pilier de sa légitimité, s'efface devant une centralisation du pouvoir. Cette évolution rappelle le tournant de la Révolution française, quand l'Assemblée nationale a remplacé le système des États généraux par le vote majoritaire, au risque d'écraser les minorités. Certes, l'objectif était d'accélérer la prise de décision, mais le prix payé fut une série de fractures profondes qui ont marqué la société pour des décennies. Des pays comme la Hongrie et la Slovaquie dénoncent ouvertement ce qu'ils perçoivent comme une marginalisation de leurs intérêts. Malgré leurs protestations, leur voix reste sans effet. L'impression domine que les petits États ne sont plus que des spectateurs face à la volonté de la majorité. Ce basculement n'est pas une simple réforme technique. Il marque la volonté de Bruxelles d'agir rapidement, quitte à rompre avec la culture du compromis qui a permis à l'Union de surmonter tant de crises. Mais une question cruciale surgit. En affaiblissant le consensus, l'Union ne sape-t-elle pas sa propre cohésion? La fracture entre membres s'élargit. Certains redoutent qu'une telle méthode de décision, perçue comme autoritaire, n'alimente des divisions durables et n'incite les petits pays à la méfiance, voire à l'hostilité. Le sentiment d'une perte de légitimité grandit, car les décisions ne reposent de plus sur l'accord de tous, mais sur celui d'une majorité mouvante. En somme, Bruxelles redéfinit les règles pour asseoir son autorité, mais s'expose à une crise de confiance et à des tensions inédites. L'enjeu dépasse la question russe, il touche la stabilité de l'Union, sa réputation sur la scène mondiale et la sécurité des investissements européens. Sans consensus, l'Europe s'aventure sur un terrain glissant, où le moindre faux pas pourrait se payer cher. Mais ce bouleversement institutionnel a une portée bien plus vaste qu'un simple débat de procédure, car en gelant ses avoirs russes, l'Union prend un risque stratégique majeur
dont l'effet boomerang reste redouté. Ce gel illimité des avoirs russes par l'Union européenne est-il vraiment un rempart pour notre sécurité, ou bien a-t-il ouvert une brèche dangereuse dans la stabilité financière du continent ? La portée de cette décision dépasse de loin celle des sanctions traditionnelles et les effets secondaires pourraient être dévastateurs. Pour comprendre la gravité de la situation, il suffit de se rappeler l'impact des sanctions américaines contre l'Iran en 2012. À l'époque, le blocage des avoirs iraniens avait plongé ce pays dans la récession. Mais il avait aussi effrayé de nombreux partenaires commerciaux, qui se sont mis à douter de la fiabilité du dollar comme monnaie de réserve. Aujourd'hui, le même scénario risque de se reproduire, mais à une échelle bien plus vaste. En voulant affaiblir Moscou, Bruxelles prend le risque de se tirer une balle dans le pied. L'euro, transformé en arme politique, alarme désormais les investisseurs du monde entier. Car si l'Union européenne peut geler aujourd'hui les avoirs d'un pays, qui dit qu'elle n'en fera pas autant demain contre d'autres États, voire contre des entreprises privées? Cette épée de Damoclès fait vaciller la confiance dans la zone euro. Déjà, des voix s'élèvent en Belgique et en Italie, dénonçant une stratégie périlleuse. Leur crainte, voir la réputation de la place financière européenne se détériorer, alors que la compétition mondiale est chaque jour plus rude. Mais le danger ne s'arrête pas là. Ce précédent secoue les fondements du droit international, où la protection des investissements étrangers était jusqu'ici sacrée. Aujourd'hui, ce principe est menacé. De grandes puissances comme la Chine, l'Inde ou les pays du Golfe observent avec suspicion. Demain, elles pourraient juger l'euro trop risqué et déplacer leurs réserves vers d'autres monnaies. Ce n'est pas une crainte abstraite. Depuis le début de cette crise, les mouvements de capitaux s'intensifient, les marchés s'agitent. De plus en plus d'investisseurs cherchent refuge dans d'autres devises, le yuan, le rouble ou même les crypto-monnaies. Autrefois marginales, ces alternatives gagnent en poids et en crédibilité. Prenons le cas de la Suisse, longtemps considérée comme un havre de stabilité pour les fortunes du monde entier. Ces dernières années, dès que la moindre rumeur de sanctions ou de gel d'avoirs planait, les transferts de fonds explosaient, les gestionnaires de fortune recevaient des appels inquiets à toute heure de la journée. Désormais, ce climat d'incertitude gagne l'ensemble de l'Europe. Les banques européennes, les fonds souverains et les places boursières ressentent déjà ce glissement. L'attentisme domine. Moins d'investissements, plus de frilosité et un intérêt croissant pour des opportunités hors d'Europe. Si cela se poursuit, la confiance dans l'euro et dans le système bancaire européen pourrait s'effriter durablement. Au cœur des enjeux, la crédibilité de l'euro, la sécurité de nos placements et la place de l'Europe dans l'économie mondiale. Une crise de confiance déclencherait une fuite des capitaux, renchérirait le crédit et isolerait le continent sur la scène internationale. Une question capitale demeure. Comment la Russie riposte-t-elle face à ce nouveau rapport de force ? Et quelles répercussions l'Union européenne doit-elle redouter à long terme ? Justement, Moscou n'est pas restée passive. Sa réaction stratégique pourrait bouleverser les équilibres économiques mondiaux. La Russie a-t-elle vraiment percé la cuirasse de la stratégie européenne ? Après la décision de Bruxelles de geler indéfiniment ses avoirs, Moscou réplique avec méthode et détermination. Première contre-attaque, le Kremlin saisit les juridictions internationales, dénonçant une atteinte majeure au droit économique mondial. Rapidement, la menace s'alourdit. Moscou brandit l'arme de la réciprocité. Si l'Occident touche à ses actifs, la Russie envisage de confisquer les biens européens et américains sur son territoire. L'escalade devient palpable et chaque geste pourrait déclencher une réaction en chaîne. Mais la riposte ne s'arrête pas là. Par décret, la Russie bouleverse les règles de la propriété intellectuelle. Dorénavant, ces entreprises peuvent exploiter gratuitement brevets et licences venus d'Europe ou des États-Unis, sans verser la moindre compensation. Cette brèche offre à l'industrie russe un atout inédit, facilitant modernisation, innovation et indépendance technologique. Ainsi, les sanctions se transforment en opportunités. Moscou réoriente son économie vers l'autonomie et la résilience, brisant peu à peu les liens qui la rendaient vulnérable aux décisions occidentales. Sur le plan financier, la Russie adopte une stratégie offensive. Elle accélère la mise en place de systèmes de paiement alternatifs, main dans la main avec la Chine, l'Inde et d'autres membres du groupe BRICS. Progressivement, le rouble, le yuan ou la roupie supplantent le dollar et l'euro dans les échanges régionaux. Les banques russes s'affranchissent du réseau SWIFT et bâtissent une nouvelle infrastructure, conçue pour contourner les sanctions et limiter l'impact des prochains gels d'actifs. Chaque avancée réduit la dépendance au système monétaire occidental. Cette stratégie ne laisse pas le reste du monde indifférent.
Plusieurs pays, échaudés par des années de sanctions, observent la trajectoire russe avec une attention croissante. Certains commencent à diversifier leurs réserves et leurs outils de paiement, rêvant eux aussi d'échapper à la domination du dollar et de l'euro. Jamais, depuis la fin de la guerre froide, la menace de blocs financiers rivaux n'a semblé aussi tangible. La confiance dans le système monétaire international se fissure. L'Europe risque de voir son influence remise en cause au moment même où son économie pourrait devenir plus vulnérable, fragmentée et reléguée au second plan du commerce mondial. Devant cette mutation accélérée, une question s'impose à tous, décideurs comme citoyens. Comment anticiper les prochains chocs et protéger l'avenir économique du continent ? Les prochains mois seront décisifs. La réaction de l'Europe face à ces bouleversements pourrait redéfinir l'équilibre économique mondial. Mais le temps presse et chaque décision compte désormais double. Comment s'armer face à des bouleversements économiques d'une telle ampleur ? Dans ce nouvel ordre mondial, rester simple spectateur n'est plus une option. Chacun doit comprendre les forces en jeu, car leurs effets pourraient transformer notre quotidien du tout au tout. Le mouvement est déjà en marche. Tandis que l'Europe s'enferme dans la logique des sanctions, d'autres puissances bâtissent de nouveaux réseaux, partenariats inédits, monnaies alternatives, circuits d'échange qui échappent au contrôle occidental. Les lignes historiques bougent, souvent sans retour possible. Dans ce contexte, la diversification s'impose comme un réflexe vital. Impossible de placer toute sa confiance dans une seule banque, une seule devise ou une seule zone géographique. L'histoire récente l'a montré, même les institutions les plus solides peuvent vaciller du jour au lendemain. Mais un autre danger guette, la politisation croissante de la finance. Lorsque l'économie devient un instrument de stratégie internationale, chaque citoyen se retrouve en première ligne. Les conséquences, épargne fragilisée, retraite menacée, emploi précarisé, parfois sans que nous ayons notre mot à dire. Face à ces risques, il est crucial d'explorer les alternatives. Monnaie numérique, réseaux bancaires émergents, systèmes d'échange hors dollar ou hors euro, chacune de ces innovations peut bouleverser l'équilibre, en bien ou en mal. Rester informé, comparer, anticiper, c'est désormais indispensable pour ne pas subir la prochaine secousse. Dans les années 2008, lors de la grande crise financière, des millions d'épargnants ont découvert trop tard la fragilité des placements réputés sûrs. Beaucoup avaient misé sur la stabilité des banques islandaises qui proposaient en tas des taux attractifs et semblaient appuyées par l'ensemble du système européen. Pourtant, en quelques semaines, ces banques se sont effondrées, ruinant des milliers de familles en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Cette leçon devrait aujourd'hui nous inspirer la plus grande prudence. Enfin, il devient urgent de réclamer un vrai débat démocratique sur la gestion des sanctions et des avoirs étrangers. Ces choix ne doivent plus rester l'apanage de quelques experts ou diplomates. Ils engagent notre avenir collectif, notre patrimoine, notre souveraineté financière. Car ignorer ces signaux, c'est risquer d'être frappé de plein fouet par la prochaine crise. C'est risquer de voir ses économies s'envoler, sa retraite s'évaporer et de plonger dans l'incertitude sans préparation. L'Europe est donc à la croisée des chemins. Ses choix d'aujourd'hui détermineront la stabilité de demain. Mais la question demeure. Saura-t-elle anticiper les conséquences ou sera-t-elle prise au piège de ses propres décisions ? Pour renforcer notre résilience, il n'est pas nécessaire d'être un expert en finance. Quelques gestes concrets peuvent faire la différence. Diversifier ses placements entre immobilier, actions, obligations et liquidités. S'informer sur les garanties de dépôt dans chaque pays, privilégier la transparence des institutions financières, surveiller régulièrement l'actualité économique et politique qui peut impacter nos avoirs, et surtout ne jamais hésiter à demander conseil à plusieurs professionnels pour éviter de placer tous ses œufs dans le même panier. L'avenir de l'Europe reste à écrire, mais il dépend de notre lucidité face aux choix de ses dirigeants. La décision de geler, sans limite fixée, les avoirs russes ne vise pas seulement Moscou. Elle touche le socle même de la confiance internationale dans la monnaie européenne et dans la sécurité de nos investissements. Regarder sans agir, c'est accepter de laisser d'autres décider de notre avenir économique et sécuritaire. Bruxelles impose cette mesure unilatéralement, malgré les réticences de plusieurs États membres, révélant un tournant vers une autorité centralisée accrue. Désormais, chaque citoyen, chaque entrepreneur, chaque épargnant devrait s'interroger sur la robustesse des règles qui protègent notre économie. Faut-il saluer cette démonstration de fermeté ou s'alarmer de la facilité avec laquelle l'Union européenne remet en cause ses propres principes de consensus et ses engagements internationaux ? Ce précédent dépasse la seule sphère géopolitique.
Il affecte la réputation de l'Europe, sa capacité à inspirer confiance et l'architecture même de sa prospérité. L'histoire rappelle que chaque rupture, chaque centralisation décidée au nom de l'efficacité engendre un coût, celui de la stabilité, de la prévisibilité, de la confiance. Emprunter ce chemin sans débat ni vigilance citoyenne, c'est risquer un réveil brutal dans une Europe transformée, où les décisions tombent d'en haut, sans discussion publique. Ne détournons pas le regard, exigeons des comptes et rappelons à nos gouvernants que le pouvoir ne s'exerce pas sans contrôle. L'Europe ne sera forte qu'en restant fidèle à ses propres principes et si chacun d'entre nous refuse la résignation. En ce moment critique, notre responsabilité collective est de ne pas céder à la peur ni à l'indifférence, mais d'exiger transparence, débat et respect des règles qui assurent la stabilité dont dépend notre avenir commun. Pour conclure, souvenons-nous, chaque crise est aussi une occasion de repenser nos modèles, de renforcer nos défenses et de réaffirmer nos valeurs. L'Europe n'a pas traversé 70 années de paix et de prospérité en suivant la voie la plus facile, mais en construisant pas à pas une architecture faite de compromis, de solidarité et de respect des mutuelles. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons défendre cet héritage et refuser de céder à la facilité des décisions hâtives et des solutions autoritaires. En gardant les yeux ouverts, en multipliant les sources d'information, en participant activement au débat public, nous pouvons éviter que le prochain choc ne nous prenne au dépourvu. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. C'est à nous de la façonner, ensemble, et de veiller à ce que l'Europe reste un espace de confiance, de stabilité et d'espoir pour les générations à venir.